Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un dossier d'une disparition très inquiétante qui, comme pour ma dernière vidéo que je vous mets ici, a été repris par l'ARPD, l'association pour laquelle je suis enquêtrice et bénévole en même temps. Comme vous le savez maintenant, c'est une vidéo qui a pas mal d'éléments très précis, vous allez voir. Écoutez bien, je sais pas s'il faut faire quelque chose d'autre en même temps parce que il y a quand même beaucoup d'éléments très précis dont il faut se souvenir. Je vais essayer d'être le plus précise possible. C'est un dossier qui est un peu différent des autres que j'ai l'habitude de traiter sur ma chaîne. De par sa sensibilité, vous allez comprendre pourquoi. C'est un sujet très très sensible. Je vais tout vous expliquer tout au long de ma vidéo, évidemment. Et également, très important, à la fin de ma vidéo, vous allez avoir moyen d'aider la famille à obtenir des réponses pour la disparition de Arnaud, qui malheureusement a disparu depuis 2018 maintenant. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve juste après ça. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler de la disparition d'Arnaud Gernet, qui à l'époque de sa disparition a 45 ans et habite à Martigues. À ce moment-là, il habite à Martigues dans le quartier des Jonquières, chez des amis qui lui ont prêté son appartement. Vous allez voir que dans cette disparition, il est très important, encore une fois, de recontextualiser pour justement ne pas faire de jugement de valeur. Je vais bien vous expliquer pourquoi et faites très attention dans vos commentaires, s'il vous plaît. Il a un fils à ce moment-là qui a 7 ans, qui habite chez sa mère dans le nord de la France, avec qui ça se passe très bien, avec qui il a une bonne relation, avec qui il est très heureux de passer du temps. Et à ce moment-là, il est en instance de divorce avec une autre femme. Au niveau personnel, c'est un peu chaotique pour Arnaud, on va pas se mentir. Arnaud a eu une enfance très compliquée, pas mal de soucis, dont je vais pas vous parler ici, mais des problèmes très personnels. Pour ce qui est des déclencheurs, je vais parler de la mort d'une de ses sœurs dans les années 80. Il ne s'en est jamais vraiment remis, puis à partir de ce moment-là, il a commencé à consommer beaucoup d'alcool, donc il est devenu très vite dépendant, et également des drogues dures. En plus de ça, depuis son plus jeune âge, il consomme du cannabis un peu tous les jours, mais comme je vous disais, à côté, il consommait également des drogues beaucoup plus dures, ce qui a fait que ça le rendait également encore plus dépendant. Dans ce monde-là, effectivement, quand on consomme beaucoup, on fréquente des personnes pas du tout fréquentables, ça c'est clair et net. Tout ça, ça l'a amené à des épisodes de violence qui ne sont pas négligeables. De ce fait, il a été condamné pour un épisode d'une agression commise à la Castellane à Marseille avec un de ses comparses, on va dire, à 1 an et demi de prison. Donc c'était vraiment chaotique à ce moment-là. En plus du fait de sa consommation d'alcool, il a perdu son emploi à ce moment-là. Il faut savoir que il gagnait pas mal sa vie et il était soudeur expert. Donc ça nous fait arriver un peu aux alentours du moment de sa disparition en octobre 2018. À ce moment-là, il est remonté doucement mais sûrement la pente, et il reprenait un peu des décisions pour sa vie qui ne pouvaient aller que mieux. Mais en même temps, il continuait à avoir des fréquentations, les mêmes fréquentations sur Martigues, dans le sud de la France, et il avait toujours des soucis un peu avec les femmes, c'est-à-dire que il aimait bien les femmes. Donc déjà, pour reprendre sa vie en main, il voyait un addictologue, ce qui lui a fait pas complètement arrêter l'alcool, mais au moins diminuer l'intensité de l'alcool qu'il prenait, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un alcool ultra fort, il allait boire plutôt un verre de rosé. À côté de ce côté assez sombre d'Arnaud, il était quand même quelqu'un qui était aimé par sa famille, notamment du fait que c'était quelqu'un qui était ultra souriant, qui avait la joie de vivre et qui, même s'il était sanguin, était prêt toujours à aider son prochain. Donc c'est aussi ce côté-là qu'il faut faire ressortir sur le fait que même si c'était un toxicomane, comme on peut l'appeler, ce n'était pas que ça, et surtout ça lui a valu se passer beaucoup de jugement de valeur, et beaucoup même après sa disparition, par des personnes qui ne le connaissaient pas. Le but de cette vidéo n'est pas de juger, mais d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, et surtout pour la famille, essayer de
de trouver un moyen de faire évoluer les choses parce que vous allez voir, on est quand même pas mal bloqué. En plus de l'addictologue qu'il consultait, il avait trouvé un nouvel emploi. Il avait un nouvel employeur qui lui avait proposé un super job. Donc c'était une mission sur une plateforme pétrolière. Donc quand même un job compliqué, mais super bien payé, et c'était en Angola. Il devait partir le 21 octobre 2018 et il était super motivé et heureux de ce départ, comme un nouveau départ dans sa vie finalement. Donc pour préparer tout ça, un peu avant sa disparition, le 15 octobre 2018, il s'était rendu à Paris pour obtenir son visa, et du 16 au 18 octobre 2018, il va faire un stage de survie en haute mer avec l'INPP de la Pointe-Rouge à Marseille. Comme il a une annulation de son permis de conduire du fait de sa consommation d'alcool, c'est son employeur qui va lui payer ses allées et venues pour ses formations spécifiques pour ce métier. Donc c'est lui qui avait fait le transport le vendredi 18 octobre, et c'est grâce à son employeur, et ensuite il l'avait ramené ce jour même sur Martigues, là où, comme je vous disais, il était domicilié. Pour préparer son départ, il avait installé toutes ses affaires précieuses et de valeur dans un box qu'il avait payé. Donc vraiment tout était prêt pour son départ, pour le grand départ du lundi 21 octobre. Ce départ n'a jamais eu lieu, et je vous le disais tout à l'heure, il avait quand même des fréquentations pas top. Hormis sa mère qui habitait en Savoie, dans la même ville que sa sœur Anne-Sophie, dont je vais beaucoup vous parler dans cette vidéo parce que c'est la seule partie civile de cette disparition. Il avait également une meilleure amie sur Martigues avec qui ça se passait bien, qui n'est pas du tout une mauvaise fréquentation. Ça, c'était vraiment les personnes saines qu'il y avait dans son entourage, mais il avait d'autres personnes non saines, dont un individu que je vais appeler le dealer, avec qui il avait pas mal de soucis. C'était la personne qui le fournissait à un moment en produits stupéfiants. Il était défavorablement connu, évidemment, vous vous doutez bien, vu qu'il était dealer, et cet homme-là l'avait déjà menacé, notamment sur le fait qu'il le rendait responsable de sa séparation avec sa femme. Alors j'ai pas plus d'informations là-dessus, et comme je vous disais, c'est vrai que vous allez voir en plus par la suite, il avait toujours des femmes autour de lui. Et c'était également cet homme-là, donc le comparse dont je vous ai dit qu'il était impliqué dans l'agression à la cité des Castellanes, qui lui avait valu 1 an et demi de prison. Et donc depuis, évidemment, ces deux personnes se détestaient complètement. Aussi, dans ses connaissances, il avait un gitan de Martigues très connu, qui trempait dans des affaires louches, qu'on va surnommer le gitan parce que je peux pas dire les noms, enfin j'évite de dire les noms. Et puis enfin, ce qui fait la complexité et la sensibilité de cette affaire, ce sont 2 autres personnes de son entourage qui font partie de la police, donc du commissariat de Martigues, qui sont des officiers de police. Donc pour eux également, je vais éviter de dire les noms. Pour l'homme qui était un ami, voire même le meilleur ami d'Arnaud pendant une dizaine d'années, on va l'appeler le policier ou l'ex-meilleur ami. Et pour la femme policière également, on va l'appeler la maîtresse ou la policière. Vous allez voir, ça va être assez facile de se retrouver. En tout cas, comme je vous disais, Arnaud était ami avec ce policier pendant un bon moment, et leur amitié, évidemment, s'est cassée au moment où ce policier s'est rendu compte qu'Arnaud avait une relation avec sa compagne, donc la policière, la maîtresse. Il les avait suivis en voiture et puis s'était rendu compte que ils avaient une relation. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, Arnaud s'est pris la tête avec le policier, mais également avec la policière. Il y avait beaucoup de conflits. En plus de ça, il y avait une altercation avec sa maîtresse policière, c'est-à-dire qu'à un moment, il y avait Arnaud en présence d'une de ses amies à Arnaud, et cette policière-là, Arnaud et elle, engueulés, et elle lui a mis un coup de sac dans la tête, et lui, pour se défendre, il lui a pris le bras et l'a serré. Ça a été confirmé par la personne qui était présente sur place, donc l'amie d'Arnaud, et la policière portait plainte contre lui. Pour autant, c'est pas ce qui l'a empêché de continuer à parler avec lui et à la voir, parce qu'il continuait à se voir pour avoir des relations intimes à l'occasion. Et la policière continuait aussi à habiter avec le policier, l'ex-ami d'Arnaud, donc elle jouait complètement sur 2 tableaux. Donc c'est dans tout ce contexte-là, qui est pas si compliqué, mais qui a pas mal de protagonistes, qu'on se retrouve le jour de la disparition. Le jour de la disparition, c'est le lendemain, vous savez, de la fin de son stage de sauvetage en mer, donc le samedi 19 octobre 2018. Ce samedi 19 octobre après-midi, Arnaud est aperçu par un ancien collègue dans Martigues, donc on sait qu'il va bien. On l'a aussi aperçu sur des caméras de surveillance. Et le même jour, en fin de journée, il reçoit un appel à 19h58 de sa maîtresse, justement. Et à partir de ce moment-là, on va plus avoir de nouvelles. On pense que c'est donc la dernière personne à l'avoir eu au téléphone. C'était un court appel de 19h58 jusqu'à un peu plus de 20h, il me semble que ça durait un peu moins de 9 minutes son appel. Normalement, il était censé partir, comme je vous disais, le 21 octobre, donc le lundi, à 19h15 de l'aéroport de Marseille-Provence pour aller en Angola. Comment on se rend compte de sa disparition? Le 22 octobre, l'employeur de son nouveau travail en Angola se rend compte qu'il n'est pas arrivé à destination et commence
à poser des questions, à s'inquiéter et à appeler sa mère. Sa mère qui, je vous le rappelle, habite en Savoie. À ce moment-là, évidemment, tous les proches commencent à appeler, à essayer de comprendre, d'appeler des amis, de comprendre s'il est là ou pas. Et finalement, il se trouve que, il faut se rendre à l'évidence, Arnaud a bien disparu. Dès le lendemain, le 23 octobre, Anne-Sophie, qui est la sœur d'Arnaud, va se rendre à la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin, donc la gendarmerie proche de son lieu de vie, donc ce lieu de résidence, qui est en Savoie également. À ce moment-là, elle fait une déclaration de disparition inquiétante et cette déclaration va être transférée au commissariat de Martigues. Et les recherches commencent alors. Donc le 23 octobre, après avoir pris les premiers éléments de l'enquête, on a directement 2 policiers de Martigues qui vont aller sur le lieu de résidence, donc l'appartement dans lequel vivait au moment de la disparition Arnaud, et vont se rendre compte qu'il n'est pas là. Ils vont constater que l'appartement est bien fermé à clé, et puis ils vont se dire, effectivement, on a l'impression qu'il est parti sur un coup de tête. Il avait tout laissé en plan. C'est-à-dire qu'on retrouve tout chez lui. On retrouve son ordinateur éteint, mais qui est relié au secteur, son contrat de travail, on retrouve ses passeports, son téléphone portable qui lui est déverrouillé et branché également, où est affiché le dernier appel reçu, donc qui est celui de sa maîtresse policière le 19 octobre à 19h58. On retrouve également son portefeuille, sa carte d'identité, de l'argent liquide et les restes du repas qu'il était en train de prendre, donc avec une barquette de frites entamée, un bout de sandwich entamé, un verre de vin de rosé non terminé. Eux, ils arrivent à peu près, les gendarmes, vers 21h comme je vous disais, puis ils repartent vers 22h après constatation de l'absence d'Arnaud. Donc ils ont vraiment l'impression qu'Arnaud est parti puis n'est jamais revenu du rendez-vous qu'il avait peut-être à ce moment-là. Donc à partir de là, les recherches, vous allez voir, vont quand même être faites du côté de la police, mais vous allez comprendre que malgré tout, ce n'est pas assez et qu'il y a des incohérences dans pas mal de choses qui ont été retrouvées dans le dossier. Donc dès le 24 octobre, on est le lendemain du premier passage des 2 policiers, dès le lendemain, la police scientifique va dans l'appartement pour récolter des indices, récupérer des éléments, puis surtout récupérer l'ADN qui est présent. En partant, la police scientifique n'a pas scellé l'appartement comme vous savez, c'est habituel de le faire. Je vous l'avais mis, je vous avais mis des photos dans ma vidéo de l'affaire Sophie Le Tan, je vous la mets ici, et c'était des photos où on scelle l'appartement en expliquant qui est rentré, à quelle heure et quand est-ce que le scellé a été ouvert ou pas. En tout cas, ce scellé n'a pas été fait, ce qui fait que la famille d'Anne-Sophie, dont Anne-Sophie et 2 autres personnes, vu qu'il n'y avait pas le scellé, n'ont pas voulu attendre les résultats de l'enquête et sont directement eux-mêmes allés dans l'appartement parce qu'ils avaient un double des clés après, du coup, le même jour après le passage de la police scientifique. Donc effectivement, à ce moment-là, ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent de l'ADN partout et je pense que la police scientifique avait peut-être prévu de revenir et refaire des analyses pour l'ADN. Quand elle a fini ça, elle a voulu demander également à la gendarmerie, Anne-Sophie, de faire la diffusion de la disparition, un signalement par voie de presse. Donc elle est allée à la gendarmerie, elle a expliqué que comme il n'y avait pas de scellé, elle est rentrée dans l'appartement. Elle s'est évidemment fait réprimander parce qu'elle interférait complètement dans l'enquête, tout simplement. De ce fait, eux, ils ont refusé la diffusion de l'avis de disparition. En même temps, ils lui ont demandé de ne plus interférer dans les recherches en lui faisant signer des papiers et en lui disant que si elle interférait encore, elle aurait une amende. À ce moment-là, on peut comprendre, on peut se dire qu'effectivement, elle n'aurait jamais dû faire ça. Donc c'est clair qu'en temps normal, elle n'aurait jamais dû le faire. Laisser les enquêteurs faire leur travail, mais on se rend compte que, vous allez voir après, elle avait des raisons de ne plus faire confiance aux enquêteurs et justement d'essayer de trouver des réponses par elle-même. Là, du coup, comme l'ADN d'Anne-Sophie et des personnes qui étaient présentes de sa famille avec elle le jour où elle est rentrée dans l'appartement étaient présents, il fallait récupérer l'ADN de toutes ces personnes-là pour faire la soustraction des ADN présents réellement et des ADN de la famille qui n'avaient rien à faire à ce moment-là ici, pour essayer justement de ne pas se tromper au niveau des personnes présentes le jour de la disparition et dans les investigations. Avec toutes ces informations, finalement, il n'y avait que l'ADN d'Arnaud de présent. Je suis pas sûre à 100% qu'il y avait l'ADN de son ex-maîtresse, mais même s'il était présent, c'était pas très surprenant parce qu'il continuait à voir sa maîtresse, comme je vous disais. Ensuite, il y a un appel au chien pisteur qui a été fait, mais seulement le 25 octobre à 16h30, et les recherches sont estimées impossibles. D'après ce que m'a dit Anne-Sophie, apparemment, les chiens peuvent flairer une piste des jours et des jours après la disparition. Moi, j'avoue que j'ai fait des recherches, je sais pas du tout. Donc, si d'ailleurs vous avez cette information que je n'ai pas, n'hésitez pas à la commenter pour que je sache si vraiment c'était possible d'aller plus loin dans les recherches avec le chien ou pas. Mais en tout cas, cette investigation n'a pas pu être réalisée parce que ça a été estimé fait trop tard. Il y a également l'entourage d'Arnaud sur Martigues qui a été interrogé. Il y en a pas mal apparemment qui n'étaient pas présents le soir de sa disparition. Dans un premier temps, évidemment, le couple de 2 policiers dont je vous ai parlé ont été interrogés 2 fois et je vais vous dire ce qui est ressorti
de ses interrogatoires. Donc pour ce qui est de son ex-meilleur ami policier, donc l'homme, le jour de la disparition d'Arnaud, en fin d'après-midi, il est parti chez des amis à environ 250 km dans les Cévennes où il restera jusqu'au dimanche. Et il a pu le prouver grâce à des relevés de cartes bancaires, de tickets d'autoroute qu'il avait soigneusement conservés. De son côté, sa maîtresse policière, elle explique aussi que vers 19h50, elle a reçu 3 textos d'Arnaud pour lesquels elle suppose qu'il s'est trompé de destinataire. Un premier qui est « Je pars au rendez-vous à 8h », donc qui correspondait à 20h, en noir, et c'est quoi comme voiture. Donc apparemment, c'est pour cette raison qu'elle l'appelle à 19h58, vous savez, le jour de sa disparition. Apparemment, ils se prennent la tête au téléphone, elle lui rappelle le fait qu'elle ait déposé une plainte contre lui. Apparemment, Arnaud lui répond qu'il allait disparaître, et elle l'appelle également pour lui dire de l'oublier, de la laisser tranquille. Après cet appel, elle dit regagner le commissariat de Martigues à 20h30 et travaille jusqu'à 6h du matin. À la fin de son travail, elle se rend à son ranch où elle donne des cours d'équitation qui est à Fos-sur-Mer. Elle y reste jusqu'au mardi. À ce moment-là, elle ne donne plus aucune nouvelle à Arnaud et apparemment c'est le mardi 23 octobre qu'elle apprend la disparition d'Arnaud. Plusieurs demandes d'actes sont réalisées par la sœur d'Arnaud, donc Anne-Sophie. Il faut savoir qu'il y en a quelques-unes qui ont été accordées mais pas beaucoup. Je crois que sur 33 demandes d'actes, il n'y en a que 2 ou 3 qui sont accordées. Les demandes d'actes, c'est par exemple j'aimerais qu'on fasse des recherches subaquatiques, j'aimerais qu'on explore un peu plus cette piste. Je crois que c'est comme ça. Dites-moi si je me trompe ou pas, mais je pense que c'est ça. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Et du coup, il y a des recherches subaquatiques qui ont été réalisées. Donc les recherches subaquatiques, de ce que m'a dit Anne-Sophie, c'est pas des recherches vraiment très poussées, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans le point d'eau juste en face de chez lui et ils sont allés 800 mètres à droite, 800 mètres à gauche et voilà, ils ont déclaré qu'ils n'ont rien retrouvé à ce niveau-là. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas allés très loin dans leurs investigations, si c'est vraiment le cas. Elle, de son côté, elle a organisé une battue de son propre chef et malheureusement, ça n'a rien donné également. Donc là, on a l'impression quand même que la police fait pas mal son travail, qu'ils interrogent et tout, mais vous allez voir que dans le dossier pénal, il y a quand même pas mal d'incohérences qui n'ont pas été vraiment exploitées et pourtant qui ont été pointées du doigt par Anne-Sophie et par son avocat. Il pourrait y avoir plusieurs théories envisageables, mais de ce qu'on a et évidemment des éléments que j'ai en ma possession, il y en a une principalement qui ressort et qui rend justement du coup ce dossier très complexe. Pour ce qui est des théories mises de côté rapidement, on va parler du suicide d'Arnaud. Alors cette théorie, elle est rapidement réfutée du fait que c'était quelqu'un qui aimait la vie, qu'il avait eu sa mère au téléphone la veille en disant qu'il était très heureux, il avait laissé un message vocal à une amie le jour de sa disparition en disant qu'il était impatient, très heureux de partir. Il avait son fils qu'il aimait beaucoup également, qu'il n'aurait pas laissé comme ça. Il y a aussi la théorie de la disparition volontaire qui aurait pu être possible. Il aurait juste eu envie au dernier moment de partir, sauf qu'il a laissé tout son argent liquide, il a laissé son portable, il a laissé toutes ses affaires, sa carte bancaire. On a l'impression qu'il est parti très rapidement également, alors qu'il était en train de manger. Et surtout, il avait des projets de vie et il repartait de bon pied. Donc c'est vrai que c'est pas ce qui a été privilégié dès le début. Avant toute chose, il faut savoir que rapidement, le commissariat de Martigues a été dessaisi sur cette affaire au profit de la SRPJ de Marseille parce qu'évidemment, il y avait 2 policiers potentiellement impliqués dans cette disparition. Il y a une théorie qui ressort, qui est la théorie de l'implication d'un tiers ou de plusieurs tiers, parce qu'il y a quand même pas mal de choses très étranges dans ce dossier. Limite, on pourrait se croire dans un film d'action tellement il y a des choses incohérentes et tellement l'environnement fait qu'on pourrait se poser pas mal de questions. Donc si on repart sur les 2 policiers potentiellement impliqués, vous vous rappelez, ces 2 policiers qui sont en couple, un qui était le meilleur ami d'Arnaud, qui n'est plus ami parce qu'il est sorti avec la compagne de ce policier et de son meilleur ami. Il faut savoir que le jour même du passage de la police scientifique au domicile d'Arnaud, le soir même, la famille, donc ceux qui sont allés fouiller juste après le passage de la police scientifique dans l'appartement, la famille dont Anne-Sophie avait donné rendez-vous au couple de policiers à une certaine heure. Donc ils sont allés au domicile de l'ex-meilleur ami, du coup le policier, et ils ont attendu, donc ils avaient 30 minutes de retard. Et ce qui a choqué Anne-Sophie, c'est de voir qu'ils avaient l'air complètement de s'en fiche de la disparition d'Arnaud, de ne pas du tout être étonnés ou quoi que ce soit. À un moment d'ailleurs, Anne-Sophie parlait en tête-à-tête avec cette policière et elle disait qu'elle en avait marre de son
compagnon, qu'elle était amoureuse de son frère, donc d'Arnaud. Voilà, tout ça, c'était un peu bizarre. Bon, il n'en est rien ressorti spécifiquement, un peu des haussements de voix ou des explications, mais qui n'apportaient rien finalement à l'enquête. Ça, c'était vraiment du propre chef de la famille d'Arnaud. Par contre, il y a plusieurs, comme je vous disais, points troublants que Anne-Sophie a relevés dans le dossier pénal. Donc c'est bien écrit dans le dossier, et il y a des incohérences quand même assez flagrantes et qui n'ont pas été étudiées. Vous vous rappelez, quand les policiers le 23 octobre sont passés vérifier et constater l'absence d'Arnaud, le lendemain c'était la police scientifique, mais entre-temps, un peu avant minuit, il se trouve qu'il y a eu des appels, des messages et des messages vocaux effacés sur le portable d'Arnaud. Et il se trouve que la personne qui avait écrit et qui était à l'origine de ces messages était, vous vous souvenez, son ami Gitan. Gitan qui était impliqué un peu dans des affaires bizarres. Ce monsieur a été interrogé du coup dans le cadre de ces appels. Lui a expliqué, alors on avait repéré que le dernier appel était à 21h40. Lui il dit qu'il était en train de pêcher à ce moment-là, au moment de ces appels, à la palourde avec sa femme et qu'il avait essayé de l'appeler. Et sa femme par contre, bizarrement, n'a jamais été interrogée pour valider les dires de son mari. Donc c'est vrai que c'est assez étrange, et puis surtout dans le contexte que ces messages vocaux ont été effacés du portable d'Arnaud entre le premier passage des policiers et le jour du passage de la police scientifique, donc peu avant minuit le soir. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un peu bizarre ? Parce que vous vous souvenez, le jour où la disparition inquiétante a été transférée par la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin au commissariat de Martigues le 23 octobre, le jour même où ces appels et messages vocaux ont été effacés. Cette plainte a été reçue et prise en compte à 21h. Et à 21h, qui a pris cette plainte ? Ce n'est autre que l'ex-meilleur ami policier d'Arnaud, qui est complètement impliqué de près ou de loin en tout cas avec Arnaud, peut-être dans la disparition, on ne sait pas. Donc c'est lui qui a pris les premiers éléments de l'enquête, apparemment sous la supervision de son supérieur. Et bizarrement, donc c'est à 21h, peu avant minuit, il y a des messages qui ont été effacés du portable. Donc on a l'impression que ça pourrait complètement être lié du fait que la plainte a été prise directement par un des principaux concernés de l'affaire. Donc c'est sûr que c'est un peu suspect quand on le prend de ce point de vue-là. Après, ce qui est très subjectif de la part d'Anne-Sophie, mais que je préfère dire quand même parce que je trouve que c'est intéressant et important si c'est vrai, apparemment le profil de policier, c'est quelqu'un qui est un peu radin, et même très radin, et qui apparemment ne se serait jamais déplacé en prenant l'autoroute pour éviter de la payer pour aller dans quelconque endroit. Bizarrement, du coup, le jour de la disparition d'Arnaud, ce jour-là, déjà, premier point un peu étrange, il est parti aux alentours de midi pour aller chez des amis assez loin, à 250 km, comme je vous disais, dans les Cévennes, et il a pris l'autoroute. Il a également bien conservé ses tickets pour pouvoir justifier. Et il sait qu'aussi sur l'autoroute, il y a des caméras de surveillance qui peuvent justifier de sa présence sur l'autoroute au cas où on dit que c'est pas lui, quelqu'un d'autre a utilisé sa carte bancaire. En plus de ça, les investigations faites par Anne-Sophie de son côté et par sa famille vont montrer également que à l'endroit où il était censé dormir, donc dans le domaine de ses amis dans les Cévennes, il se trouve qu'il y a une résidence principale et une dépendance qui est à peu près à 200 mètres de la résidence principale. Pour aller à cette résidence principale, il y a juste un chemin où il y a la place que pour une voiture, donc pas pour deux voitures, et un parking en contrebas pour garer sa voiture. Donc elle pense que il est probable que lui ait dormi, enfin très probable d'ailleurs qu'il ait dormi dans cette dépendance-là, qu'il s'est fait voir par ses amis pour prouver qu'il était là, qu'il ait pu garer sa voiture en bas du coup, et qu'il ait pu partir sans que personne ne le voie pour faire un aller-retour pour aller à Martigues dans la même journée. Parce que c'est vrai que 200-250 km, c'est pas non plus ultra loin, ça se fait en 2 heures à peu près en voiture. Donc c'est très possible qu'il l'ait fait. Bon, il y a rien qui le prouve, mais c'est probable. Après, si on regarde le côté de la maîtresse policière, il y a également des choses qui sont complètement incohérentes. Déjà, alors qu'elle disait ne pas l'avoir revu et ne pas vouloir vraiment le revoir, le jeudi avant sa disparition, il est montré avec le relevé téléphonique et ce qu'il s'est dit qu'elle a finalement vu Arnaud le soir pour sûrement avoir des relations intimes avec lui, alors qu'elle le nie. De plus en plus, on se rend compte, comme je vous disais, qu'elle jouait sur plusieurs tableaux. Après, ça la rend pas spécialement coupable. Par contre, ça montre aussi qu'elle aime bien jouer avec la vérité, qu'elle est habituée à manipuler
la vérité. Un point très important, elle, lors de ses auditions, disait que le jour de la disparition d'Arnaud, entre 13h30 et 19h45, donc avant de prendre son poste au commissariat de police de Martigues, elle était à son ranch là à Fos-sur-Mer. Et en fait, la géolocalisation de son portable montre tout autre chose, montre surtout que de 17h à 20h22, donc même un petit peu après l'appel qu'elle avait passé, vous savez, le dernier appel qu'elle a passé à Arnaud, elle était aux alentours du domicile d'Arnaud. Et ça, bizarrement, ça n'a pas été étudié et relevé par les investigateurs. En plus de ça, au niveau des caméras de surveillance, on a repéré une personne qui physiologiquement pourrait ressembler à la policière. Sur les caméras de vidéosurveillance que les enquêteurs ont pu relever, apparemment, ils verraient mon frère descendre aux alentours de 20h22, ce qui correspond tout à fait à l'heure sur laquelle on la détecte en face de chez mon frère le jour de la disparition. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'incohérences et beaucoup de choses qui n'ont pas été exploitées, qu'on pourrait vraiment penser qu'elle sache beaucoup plus de choses qu'elle ne le dit au niveau de la disparition. Pour remettre aussi dans le contexte, il paraîtrait que en plus cette policière se droguait et lui, le policier, l'ex-meilleur ami, buvait pas mal. Et c'est dans ce contexte-là, un petit peu de stupéfiants, tout ça, de drogue, machin, que ce couple de policiers connaissait et le dealer et le gitan, donc tout le monde se connaissait en fait. Et comme par rapport à tout ça, Arnaud disait connaître pas mal de choses du coup, vu qu'il était proche des deux policiers sur eux et que ça se passait pas bien, il disait savoir pas mal de choses. Il avait d'ailleurs rencontré le chef de service, il avait dit que ces deux personnes étaient impliquées dans des trucs pas nets. Il n'en avait pas vraiment ressorti grand chose de cet entretien, mais peut-être qu'on a voulu le faire taire, peut-être que justement ils étaient impliqués dans un trafic ou quoi que ce soit et que comme il en savait trop, il fallait le faire disparaître. Il faut savoir en plus que quand les deux policiers ont été auditionnés, pour leurs 2 auditions chacun, ils ont été auditionnés par des anciens supérieurs avec qui ils avaient travaillé. Donc je sais pas si c'est une relation ou pas avec la disparition, mais effectivement si on part sur la thèse que c'est un peu un règlement de compte, on a voulu faire disparaître la personne qui savait trop sur certaines relations de la police avec des personnes pas trop catholiques, des dealers ou des gens qui étaient trempés dans des affaires un peu étranges, effectivement il fallait se débarrasser de la personne qui savait pas mal et qui parlait pas mal, qui n'avait pas spécialement peur de dire ce qu'il pensait, donc c'était Arnaud. Si on part sur cette hypothèse-là. Même si cette théorie est fausse, pour moi, il faut quand même étudier les derniers éléments communs, à savoir les incohérences du dossier, le fait que la policière ait menti sur l'endroit où elle était au moment de la disparition d'Arnaud, sur le fait que des messages aient été effacés, peut-être plus interroger du coup la femme du gitan qui était présent avec lui apparemment pendant sa pêche à la palourde. Il y a clairement des choses qui n'ont pas été assez investiguées et pour le moment, Arnaud est tranquillement mais doucement en train d'être oublié parce que en plus de tout ça, maintenant, l'enquête a été clôturée et malgré les relances de Anne-Sophie, qui est, comme je vous rappelle, la seule partie civile qui s'est portée un peu garante pour toute sa famille, à chaque fois on lui renvoie le même papier en lui disant malgré la douleur que cela peut vous procurer, nous n'allons pas rouvrir, nous n'allons pas renvoyer d'autres investigations, tout ça, et le dossier est clôturé. J'ai eu au mois de novembre une ordonnance de refus d'acte. Sur cette demande, j'avais fait beaucoup d'actes qui m'ont été refusés. Donc le papier, il est là, hein, ordonnance de refus d'acte. Non seulement on m'informe qu'on refuse toutes les demandes que je fais par rapport aux doutes que j'ai, donc les éléments que je leur ai mis en avant et des éléments que je n'ai pas pêchés comme ça au hasard, c'est des éléments qui ont été octroyés via le dossier pénal. Hein. Donc on m'informe effectivement sur cette ordonnance du mois de novembre que toutes mes demandes d'actes sont refusées et que de surcroît on va me clôturer l'enquête de mon frère, puisque d'après eux, ils se sont suffisamment investis. Et en parallèle de ce courrier de refus d'acte, on me met qu'aussi douloureux que ce soit pour la partie civile, celle-ci doit aujourd'hui entendre que l'information judiciaire sera clôturée sans identification d'un quelconque responsable de cette disparition. Anne-Sophie, elle, ça fait maintenant 3 ans qu'elle a mis sa vie entre parenthèses, qu'elle ne travaille plus. Tous les jours, elle recherche la vérité, elle débourse elle-même son argent. J'ai décidé de clôturer l'enquête, donc moi qui me bats depuis 3 ans, je suis au bout du bout. Je crois que j'ai tout mis en avant, mais on ne veut pas m'écouter. Donc aujourd'hui, je suis dégoûtée de la justice. Je ne sais pas quoi faire.
En plus, Anne-Sophie également n'a pas eu une vie facile. Comme je vous disais, ils avaient perdu une de leurs sœurs dans les années 80. Elle a 2 enfants et le père de ces 2 enfants est mort brutalement. Elle a eu du mal à s'en remettre. Elle a eu des soucis de santé qui en sont découlés. Et au moment où elle commençait à s'en remettre en 2018 et qu'elle allait commencer une nouvelle orientation professionnelle, qu'elle avait fait des nouvelles formations justement pour essayer de s'en sortir, et son frère disparaissait. Vraiment, on a l'impression qu'elle a enchaîné toutes les galères. À un moment, elle touchait le Pôle emploi, maintenant elle touche le RSA et elle s'occupe non seulement de ses 2 filles qui sont encore mineures et de sa mère qui dépend complètement d'Anne-Sophie. Et aujourd'hui, maintenant, elle a la tutelle de son frère, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de tout ce qui est administratif, tout ce qui est censé être payé par lui mais qui n'est plus payé, parce que comme il est absent mais pas considéré encore comme mort officiellement, c'est elle qui doit tout gérer en son absence. Donc c'est elle aussi qui a pris en charge tous ses déplacements pour faire ses propres recherches de son côté pour aller à Martigues. Elle aussi également qui a essayé de trouver l'argent pour prendre l'avocat qu'elle a d'ailleurs, qui est l'avocat qui avait défendu dans l'affaire de l'agression à Castellane, qui avait défendu son frère. Donc maintenant, elle et sa famille, ils sont persuadés qu'il est arrivé quelque chose à Arnaud et qu'Arnaud n'est plus de ce monde aujourd'hui. Elles ont juste envie que la justice soit faite, qu'on n'abandonne pas Arnaud parce que Arnaud avait fait pas mal d'erreurs dans sa vie. Elle veut qu'on se souvienne de lui comme la personne qu'il était et pas seulement la personne qui avait pu avoir des violences ou quoi que ce soit. Même si Anne-Sophie avait eu quelques soucis d'ordre personnel avec son frère l'avait aidée dans des moments difficiles de sa vie et donc elle l'aimait énormément. C'est la famille, comme elle dit, elle a envie de connaître la vérité. Elle a contacté plusieurs émissions. Il n'y a qu'une émission qui a répondu, qui est l'émission de Morandini, qui est passée déjà. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose finalement qui est fait et l'enquête est clôturée. J'ai pas de solution. J'ai fait appel, on m'envoie un nouveau papier en me disant on a tout fait. On les a entendus 2 fois. Toutes les confrontations que j'ai demandées, les vérifications concernant les messages vocaux, les SMS effacés le 23, c'est le monde à l'envers, il a disparu le 19. Comment c'est possible? Et bizarrement, le jour où ça arrive la plainte arrive dans ses mains. Moi, je comprends pas. J'ai pas d'explication à ça. Elle avait essayé d'ouvrir une cagnotte pour essayer de trouver des fonds pour l'aider financièrement aux recherches qu'elle menait elle-même de son côté pour la disparition de son frère. Il y a des personnes super mal intentionnées qui sont venues la juger sur sa cagnotte. Elle en a pris beaucoup pour elle, ce qui fait qu'elle a directement annulé la cagnotte. Aujourd'hui, ce qui serait important, ce qu'il faudrait faire, c'est limite qu'un détective privé reprenne le dossier, peut-être reconnu pour faire connaître cette disparition et la médiatiser beaucoup plus qu'elle ne l'est et ne pas laisser Arnaud tomber dans l'oubli. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en ayant discuté avec elle, on va réouvrir une cagnotte pour l'aider, pour couvrir les frais du détective privé. Si des personnes de bon cœur ont envie d'aider Anne-Sophie, n'hésitez pas pour connaître la vérité. Je vais vous mettre le lien de cette cagnotte dans la description. N'hésitez pas si vous pouvez l'aider à la trouver. N'hésitez pas à la suivre sur les pages Facebook que je vous mets en description pour la disparition de son frère. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Comme vous pouvez le voir, c'est une affaire sensible, donc j'ai pas voulu dire de nom spécifique ou quoi. Mais j'espère que vous avez compris l'importance de ce dossier et surtout que la famille d'Arnaud, que Anne-Sophie auront des réponses et pourront avancer. Même si c'est pas la piste que je vous ai énoncée, ça pourrait être complètement autre chose. Mais en tout cas, avoir des réponses, avoir des recherches qui continuent à être faites ou au moins clôturer certaines pistes qui sont malheureusement pas clôturées aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.